Bonjour à tous. Donc, on va aborder cette question de propagande et d'influence. Bien sûr, mon propos, par un certain nombre de moments, va aborder les problèmes ukrainiens. Bon, il ne l'a pas dit, mais c'est vrai, mais une partie d'entre vous le savent, c'est que je suis depuis 11 mois dans les médias, non pas parce que je suis très important, hein, rassurez-vous, simplement parce que, bon, avec quelques autres camarades, on s'intéresse aux questions quand même militaires aujourd'hui sur les médias, vous allez me dire qu'il était temps, hein, et qu'avec cette guerre qui n'est pas si loin, finalement, de nos frontières, on demande à ceux qui pourraient peut-être parler de ce qu'ils savent, à défaut d'autres, ça change un peu, d'apporter leur éclirage en fonction de nos différentes sensibilités, bien que globalement, tous les officiers généraux qui s'expriment sur les chaînes de télévision aujourd'hui ont une parole à peu près, non pas conforme, mais nous avons tous été formés d'une certaine manière qui fait qu'on a une appréciation généralement objective de la situation qui n'est pas émotionnelle ni idéologique. Voilà, donc on essaie d'apporter un petit peu parfois de rationalité dans les grandes envolées lyriques des uns ou des autres, simplement pour, je dirais, non pas calmer le jeu, mais rester dans la réflexion et dans l'action, pas d'une manière inconsidérée. Voilà. Donc c'est un peu, en fait, c'est tout à fait notre sujet d'aujourd'hui, puisque on subit largement la propagande sur les chaînes de télévision, mais c'est pas nouveau, on n'invente rien, hein, ça a toujours été le cas depuis que la première guerre du Golfe, mais ça je vais y revenir. Donc je vais aborder avec vous, bien sûr, un peu de théorie, mais la théorie, c'est un grand mot, hein, pour vous rappeler un petit peu en quoi consiste la propagande. Oui, il ne l'a peut-être pas dit, mais j'enseigne la propagande depuis maintenant plus de 8 ans dans 2 universités. J'ai bien, je l'enseigne, parce que ce n'était pas un sujet forcément très porteur à une certaine de génération. Donc en fait, les mécanismes de propagande, je pense les connaître assez bien, et c'est pour ça que parfois je réagis quand quelqu'un utilise tel mot ou tel fait pour dire attention, on n'est plus dans la rationalité, on est dans l'interprétation pour nous faire agir d'une certaine façon. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que nous sommes vraiment des gens raisonnables, et c'est pour ça qu'on doit faire attention à tout ce qui est dit ou diffusé. Voilà. Donc le plan qu'on va aborder, c'est celui-ci, 3 parties. Hein. Vous savez, chez les militaires, on a bien des trucs un peu cadrés. Hein. Donc on va commencer un petit rappel sur l'information, en général, simplement pour bien resituer le sujet. On est dans une université, donc il faut quand même aborder les sujets d'une manière un petit peu théorique. La guerre de l'information au XXe siècle, et puis quelques exemples contemporains, qui commenceront pour moi de la Géorgie à l'Ukraine. Alors vous remarquez que j'ai mis un X, parce que c'est 202X. On ne sait pas vraiment comment ça va se terminer, et j'ouvrirai tout de suite la parenthèse pour la refermer. La guerre, on sait toujours quand on la commence, jamais quand on la termine. Donc tous les grands pronostics en disant ça va se terminer dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas la peine, mais ça fait partie aussi de la propagande, il ne faut pas l'oublier. Bien, ceci étant dit, un petit historique de ce qu'est l'influence en tant que telle. Ça fait partie de l'art de la guerre depuis bien longtemps, on l'avait oublié, simplement pour le rappeler. Et c'est surtout, je dirais, depuis le XXe siècle, parce que les moyens techniques l'ont permis. Donc quelques exemples quand même, je serai assez bref là-dessus. J'espère que c'est bien lisible dans le fond. Oui, c'est lisible. Si les jeunes sont dans le fond, c'est bien. Donc oui, ils ont des bons yeux. Une stratégie militaire d'influence qui est légitime au profit de la cause. Jusqu'en 1914, qui faisait la guerre? C'est pas vraiment les peuples, c'était les chefs, entre guillemets, politiques, militaires, rois, empereurs, ce que vous voulez. Hein. Donc finalement, quand le chef, entre guillemets, il y a un autre qui a dit ça, je crois, le chef décide de mener une guerre, pour lui, elle est légitime, il a besoin de la faire. Donc, mais il faut quand même faire adhérer un petit peu, mais pas trop, il a encore l'autorité pour contraindre finalement au conflit. Deuxième point, donc 1914-1990, les choses commencent à changer. 1914, Première Guerre mondiale, la propagande commence vraiment à apparaître d'une manière industrielle. Ça correspond en grande partie au fait que la presse est importante, abondante. Je ne sais plus, en France, il devait y avoir 300, 350 journaux, alors ça laisse rêveur aujourd'hui, hein, mais tout le monde avait bien compris qu'il fallait s'informer. Et puis, cette capacité industrielle, elle se reflète dans la guerre, puisque, un petit peu le débat qu'on a sur l'Ukraine actuellement, est-ce que l'arrière va tenir? Et c'était ça le problème. Et la propagande commence à se mettre en place, non pas d'une manière artisanale, mais d'une manière industrielle, avec non pas la question des combattants en première ligne, parce que dans tous les conflits, on le voit aujourd'hui, les combattants ne se posent pas de questions, ils se battent. Par contre, c'est l'arrière,
l'arrière qui a des faiblesses. Et puis l'arrière, on a quelques images parfois, même aujourd'hui, où des gens profitent de la belle vie. Pendant ça, il y en a qui meurent sur le terrain. Donc, à un moment, il y a toutes ces remontées d'informations qui peuvent fragiliser l'adhésion à la cause dite juste, soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Hein. Donc, ça pose problème. Donc, on commence à restreindre l'information, à la contrôler. Et à titre anecdotique, il y avait quand même un service, alors je ne sais pas comment on ferait aujourd'hui, il y avait quand même un service de contrôle des lettres que les soldats écrivaient à leur famille. C'est tout. Tout était lu ou caviardé quand ça n'allait pas. Tout ne pouvait que bien aller sur le front. Hein. Donc, mais à l'époque, on écrivait des lettres. Bon, donc aujourd'hui, avec le SMS ou le mail, je ne suis pas certain qu'on puisse faire grand-chose, à part censurer les réseaux sociaux et autres systèmes de ce type. Ah oui, pardon, je suis allé un peu vite. J'ai vu que j'avais jusqu'en 1990. Donc, 14-18, ok. Ensuite, vous avez surtout l'émergence des États totalitaires. L'émergence des États totalitaires, qu'ils soient communistes ou nazis, c'est la même chose. Ce sont des gens qui ont voulu endoctriner leur population. Pour endoctriner leur population, eh ben, effectivement, ils ont utilisé un certain nombre de moyens. Mais en parallèle, suite à la guerre de 14-18, notamment les chercheurs américains ont développé la réflexion sur ce que c'est que la propagande. Comment influer les gens, comment les amener finalement à prendre des décisions ou à suivre les chefs. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pensait, alors je ne sais pas si on pense encore aujourd'hui, si un petit peu, que finalement l'être humain était formatable, pour prendre un terme moderne, pour suivre un leader, pour faire la guerre. En gros, c'est ça. Donc, beaucoup de travaux qui ont beaucoup irrigué, je dirais, la réflexion. Et puis, vous arrivez à la guerre de 39-45, qui est un exemple majeur de l'utilisation de la propagande, soit d'un côté, soit de l'autre, puisque toujours pareil, il faut que l'arrière tienne, et puis aussi démoraliser l'autre. Après, vous avez la guerre des blocs. Et on arrive jusqu'en 1990, la guerre des blocs, entre d'un côté l'Union soviétique et les pays communistes, et le monde dit occidental libre. Et là, effectivement, la propagande a eu beaucoup d'effets, d'ailleurs plus du côté communiste, parce qu'ils avaient gardé tout le système totalitaire, hein, et que normalement, à l'Ouest, nous sommes dans les grands principes démocratiques, et on respecte la liberté de pensée, la liberté d'expression, et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, 1990, finalement, fin de cette grande période, je dirais, des idéologies, on y reviendra sur l'idéologie, mais rapidement, qui aboutit finalement à dire, en 1990, mais les dividendes de la paix, tout va bien, on va tous s'aimer, et il ne peut plus y avoir de confrontation idéologique, puisqu'il y a la liberté de tout et de rien. Voilà. Donc, 1990, on dit c'est fini la propagande, ça n'existera plus. C'est pas tout à fait vrai, et à partir justement de 1990, avec la première guerre du Golfe, ça repart. L'information commence à rentrer sur les champs de bataille, c'est-à-dire qu'en fait, même les militaires ont été très surpris du fait du retour de l'information sur les champs de bataille. Donc, à partir des années 90, ça devient un sujet qui croît de plus en plus, de telle façon que, oui, on ne peut pas gagner une guerre aujourd'hui uniquement en se battant, physiquement. Il y a la guerre des esprits, peut-être, mais il y a là aussi la guerre de l'information sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, on voit bien que le cyber, par exemple, ça fait partie de la guerre de l'information. C'est de l'information qui circule. Ben, il y a un moment, on veut empêcher qu'elle circule. Et c'est pas ça qui fait de la propagande ou pas. Hein. C'est qu'on refuse parfois l'information aux autres. Donc, première guerre du Golfe, bon, moi j'y étais, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein, donc déjà, on prend contact que les médias d'abord ne savent plus ce que c'est que la guerre. Les médias au moins français, les Américains c'est un peu différent, avec une revendication du droit à l'information sur le champ de bataille. Un petit peu embêtant, et puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui, on en viendra tout à l'heure, à des pro-russes qui pourraient s'exprimer sur nos plateaux télé, quand on voit que sur Antenne 2, chaîne publique, on donne la parole au ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein, alors qu'on était en train de ratiboiser son armée, on peut quand même s'étonner, mais les journalistes disaient « mais non, c'est normal, on donne la parole à tout le monde ». C'était ce qu'on disait en 1990-91, hein, c'était une réalité. Hein. Alors aujourd'hui, on contesterait, mais à l'époque, c'était normal. Ah oui, on donne la parole à tout le monde, puisque nous sommes une démocratie, il n'y a pas de raison qu'on interdise la parole à qui que ce soit, y compris à notre ennemi. C'est un vrai changement. Donc, première guerre du Golfe, c'est l'aspect uniquement médiatique. Vous savez, c'est les rapports avec les journalistes. Ça s'arrête là, la guerre de l'information. C'est le journaliste qui s'arroge le droit, finalement, de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Après, vous avez les conflits en Yougoslavie. Conflits en Yougoslavie, je vous rappelle, 1992-1995, qui se finissent par les accords de Dayton. On redécouvre, nous, enfin, moi j'y étais aussi d'ailleurs, on redécouvre aussi la propagande. La propagande, c'est-à-dire entre les Serbes, les Croates et les Bosniaques, avec les mêmes techniques, je dirais, de l'ère soviétique, qu'ils appliquent sur le terrain. Et moi, j'étais dans l'ONU, comme d'autres camarades, on se retrouve soumis à des propagandes, de l'action de désinformation, en permanence. Quel est l'objectif? Un, de dire, nous, l'ONU, vous êtes avec nous, c'est vous qui nous protégez, et les autres, c'est les méchants, hein, et puis vous devez les condamner. Et vous luttez contre. N'oubliez pas que l'ONU, l'objectif, c'est l'impartialité.
Voilà, donc essayer de nous faire adhérer au projet des belligérants locaux dans une soi-disant reconstruction d'amitié, mais la propagande parfaitement utilisée. Et si vous étiez allé à l'époque à l'ambassade serbe à Paris, moi j'ai récupéré les documents, hein, ouvertement, hein, je ne suis pas rentré la nuit, ouvrir les portes et tout, non, c'était tout à fait public. Vous aviez tous les mois une parution de 15 à 20 pages sur les atrocités commises par les Croates, avec des images qui valent largement celles qu'on voit de temps en temps aujourd'hui, celles qu'on a vues de Daesh, ou celles qu'on voyait pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en même temps, vous aviez tout le vocabulaire utilisé de la Deuxième Guerre mondiale, que l'on retrouve aujourd'hui du côté russe, avec les gens qui sont des nazis, les gens qui font des exactions, qui font des génocides, mais dans l'autre sens. Vous voyez, tout ceci est retrouvé dans le texte, vous retrouvez tout le vocabulaire pour finalement montrer que les autres sont des nazis, et qu'on va les combattre, et vous avez tout le vocabulaire qui a... Et le vocabulaire, depuis cette année-là, n'a pas changé, on l'a toujours, et ça fait toujours mobilisation. Guerre du Kosovo, bon, j'y étais aussi. C'est pas pour raconter mes campagnes, hein. Donc moi j'étais au service de presse aussi. Donc à l'époque, finalement, c'est l'OTAN qui commence à prendre la main. Avant, on était sur des États, on était sur l'ONU, très bien. Le Kosovo est quelque chose qui change énormément. C'est pour la première fois l'organisation de l'OTAN qui, d'abord, engage un conflit qui n'était pas autorisé, ne l'oublions pas, donc qui va frapper l'État serbe au Kosovo, ne l'oublions pas non plus, mais qui va habiller toute cette action pour légitimer cette opération avec un porte-parole qui s'exprimera pratiquement tous les jours à Bruxelles pour dire voilà ce que l'OTAN fait. Voilà, c'est la prise en compte petit à petit, et si je vous dis ça maintenant en termes historiques, c'est parce qu'on va revenir sur la construction de l'outil d'influence dans les armées tel qu'il a été conçu à partir de cette période-là. Donc, guerre du Kosovo, c'est la prise en compte de la dimension médiatique et un peu, je dirais, psychologique, parce que les opérations psychologiques, pour les plus anciens, ça fait partie aussi du bagage de la stratégie d'influence. Et puis, maintenant, aujourd'hui, je reviens au mot idéologie, depuis 2001, depuis le World Trade Center, depuis la guerre contre Daesh, parce que finalement, c'est pas trop le Kosovo, c'est pas trop la Yougoslavie qui nous a fait changer. On a évolué. Mais c'est surtout qu'on s'est retrouvé confronté à des mouvements terroristes qui sont idéologisés. La religion était l'idéologie de ces gens-là, depuis 2001. Et c'est là que ça a été le grand réveil de l'ensemble de l'Occident pour dire, attendez, ils ont un discours, ils ont un langage. Que peut-on faire pour éviter notamment que nos jeunes les rejoignent? Parce que ça, c'est le vrai discours, pour éviter l'endoctrinement. Donc on a découvert ça, et on l'a retrouvé aussi bien en Irak qu'en Afghanistan, donc face à l'islam radical. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect terrorisme islamique, qui était une réalité qui a vraiment fait peur, aux dirigeants, où il a fallu construire un contre-discours. Et tout le débat sur la radicalisation de nos jeunes en partie, mais pas uniquement eux, qu'on a encore aujourd'hui avec ces rapatriements de djihadistes de Syrie, tout est lié, vous savez. Donc c'était une partie du problème en termes de contre-propagande, de contre-influence. Aujourd'hui, on a aussi l'autre domaine, qui est celui-là, l'ingérence des États autoritaires dans les démocraties et la propagande de guerre avec le conflit russo-ukrainien. Oui, tout à fait. Les ingérences d'États autoritaires, ça fait partie aussi de cette volonté d'influencer notre mode de fonctionnement, nos systèmes politiques, pour finalement mettre le ver dans le fruit. Bon, avec les communistes, ça s'appelait la subversion, on ne va pas l'oublier. On a comme des Français qui ont participé à ça. La notion de subversion, elle existe. Donc c'est de la subversion, c'est-à-dire faire tomber les États de l'intérieur, parfois de bonne foi pour certains, parce que simplement, que notamment dans notre système occidental aujourd'hui, on est relativement relativiste, non pas sur les valeurs, parce que les valeurs on les met en haut, mais bon, encore faut-il les appliquer, et être exemplaire, mais entre les deux, c'est-à-dire que oui, on a toujours moyen de s'arranger. Voilà. Et là, c'est les failles qui permettent à des États autoritaires, et je vous rappellerai que le dernier sondage, alors je ne sais plus quelle association ou organisation, d'il y a 3 semaines à moi, précise bien qu'en gros, sur 193 États dans le monde, aux Nations Unies, il n'y a que 35 démocraties. Donc c'est nous la cible, nous sommes les moins nombreux. Voilà. Donc un petit rappel historique qui me semblait nécessaire avant d'aller plus loin. Donc qu'est-ce que la guerre de l'information? Alors ce n'est pas un terme militaire, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est un terme très médiatique qui existe depuis des années, pour lequel on n'a pas donné de définition. Alors moi j'en donne une, voilà à quoi ça sert. C'est dans le conflit, ça place l'information, on y reviendra sur ce que c'est que l'information. Ça traite à la fois du cyberespace, dont on parle beaucoup, mais c'est technique finalement, et puis surtout de la guerre des idées. Nous sommes dans
l'opposition des systèmes intellectuels. Et c'est ce qu'on oublie beaucoup. Ce n'est pas uniquement faire une fake news, ce n'est pas uniquement faire une attaque cyber. Non, derrière, il y a une pensée, oserais-je dire, malveillante. Et cette pensée malveillante doit être combattue. Mais finalement, c'est totalement humain. Les humains sont un peu comme ça quand même. Hein. Nouveau champ de bataille, bah oui, c'est un nouveau champ de bataille. Alors c'est vrai que depuis 8-10 mois, on ne parle que de ça, mais je peux vous assurer que la notion de guerre de l'information, moi je l'ai vécu sur les plateaux, on a du mal à la faire passer, on a eu du mal à la faire passer. Aujourd'hui, c'est dans le discours. Ça y est, on a accepté qu'il y avait une guerre de l'information, que oui, il y avait des méchants de l'autre côté, ça c'est clair, mais que forcément ceux qui étaient bons avaient peut-être quand même quelques faiblesses par-ci par-là, et qu'il ne fallait pas non plus les cacher. Voilà. Donc, c'est important qu'on soit à la guerre du sens. Pourquoi se bat-on? Et on l'a dit suffisamment, entre des Russes qui ne savent pas très bien pour qui ils se battent, mais qui y vont, et de l'autre côté, des Ukrainiens qui se battent parce qu'ils défendent leur pays, ils défendent leurs frontières, ils défendent leurs terres. Quand on sait pourquoi on se bat, c'est déjà, on accepte plus facilement de mourir, déjà, ça peut paraître, hein, et surtout de risquer sa peau, simplement. Et c'est une réflexion, je dirais, bon, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais des enseignements qu'on va être obligé de tirer quand même pour nos sociétés, qui ont peut-être une tendance parfois à se dire tout est acquis, tout va bien, et peut-être que d'autres vont faire le boulot à ma place si je devais défendre mon pays. Bon, ça, je ne vais pas aborder le problème du service militaire, ou du service civique, ou du service national universel, mais c'est quand même l'esprit de défense qui dit « je refuse cela ». Les Ukrainiens nous ont montré que oui, ils refusaient un certain nombre de points. D'un autre côté, ils ont peut-être moins de maturité au sens principe démocratique appliqué, hein, qui fait qu'ils restent encore un petit peu brut de fonderie par certains côtés, où ils sont capables de dire « je ne veux pas » et je vais arrêter de composer. Et ça, quand même, on a un enseignement à prendre. Qu'est-ce que l'information? On va donner quelques éléments rapides. D'abord, c'est une donnée. Hein. Bon, les plus jeunes, ça leur parlera. Hein. C'est avant tout processus de décision, source du savoir, du vouloir et du pouvoir. L'information est une matière première. C'est une matière première qu'il faut savoir utiliser. Elle est partout. Nous nous informons mutuellement tous les jours. L'information, c'est presque la plus grande des matières premières qu'on puisse avoir et qui ne coûte pas cher en quelque sorte, hein, mais qui nous permet, nous, humains, de travailler entre individus et entre sociétés et entre groupes. Hein, et surtout de pouvoir décider. Et puis, l'objet, c'est de maîtriser cette information, parce que toutes les stratégies, et la stratégie d'influence, a besoin de cette information pour finalement être efficace. Comment peut-on imaginer aujourd'hui, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? On l'a vu en Afghanistan d'ailleurs. On l'a vu en Afghanistan. En Afghanistan, on a voulu faire des stratégies d'influence extrêmement perfectionnées. Le problème, c'est qu'on n'avait pas les connaissances culturelles du pays. Donc on s'est planté dans de bons endroits. Et ça me rappelle peut-être la guerre d'Algérie. J'y étais pas, je vous rassure, ça, je ne l'ai pas faite celle-là. Hein. C'est où finalement on avait des bureaux arabes qui étaient des officiers français qui avaient toute leur carrière qui parlaient arabe, qui vivaient un peu comme les Arabes, qui connaissaient parfaitement les populations, qui connaissaient le pays, qui étaient dans le bled, et qui étaient capables de faire cette compréhension à la fois de l'ennemi et de l'ami, parce qu'ils avaient appréhendé la culture, c'est ce qu'on dit toujours, hein, il faut apprendre la culture de l'autre. Bah, eux, ils la savaient. Les armées modernes ne savent plus faire ça. Hein, et encore moins, je dirais, peut-être même un certain nombre d'administrations, parce que avoir des spécialistes, ça coûte cher, et là on arrive à des problèmes budgétaires, mais c'est un autre sujet. Donc, lien entre les données, situation, je dirais, plutôt situationnelle, je dirais opérationnelle, et ben ça nous permet de comprendre effectivement comment on va mener nos opérations. Et puis, après, ça permet aussi de communiquer les uns avec les autres, bon, c'est pour le rappeler, pour commander, avoir du leadership. Et puis aussi, aujourd'hui, être capable de fonctionner sans l'aspect humain, sans les relations humaines, avec la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on peut être piraté. On sait qu'on peut avoir des décisions qui pourraient être prises avec à partir de l'intrusion de tout notre système cyber, et d'où l'inquiétude, mais depuis très longtemps, hein, faut pas se faire d'illusions, hein, les grands États européens notamment, et américains d'ailleurs, hein, ont depuis les années 2000 engagé des politiques de protection cyber. Depuis longtemps, il y a des politiques nationales qui ont été mises en place. Le problème, c'est qu'on ne pensait pas qu'on serait aussi attaqué aujourd'hui, et que ça deviendrait finalement une menace permanente. À titre, je vais peut-être le dire tout à l'heure, mais je vais le dire maintenant, depuis la guerre en Ukraine, c'est 4500 attaques quand même, par les Russes, en termes de cyber. Et dès le début de la guerre, il y a eu les attaques cyber. Et pas uniquement sur des cibles étatiques ou militaires. Hein. Donc c'est une réalité, il faut faire avec.
Donc, cette maîtrise de l'information, d'abord, il faut assurer la recherche du renseignement. Information et renseignement sont intimement liés. C'est pour ça que le renseignement prend de plus en plus d'importance, quels que soient les pays, je dirais, au moins du monde occidental. Garantir la protection des informations. On voit bien que les informations sont facilement vérolées. Quand on parle de fake news, c'est de l'information vérolée. Donc, comment s'assurer que l'information qu'on reçoit et qu'on va utiliser sera juste, bonne, vraie, alors qu'il est tellement facile de polluer cette information. Et vous avez remarqué que depuis, en gros, alors je ne sais pas trop la date, depuis mettons 4-5 ans, je ne vais pas prendre de risque, tous les médias aujourd'hui qui ont été très décrédibilisés par leur manière de présenter l'information mettent en permanence des vérificateurs de l'information. La vérification de l'information en démocratie devient essentielle, surtout quand on ne croit plus à la parole publique. Parce que c'est bien ça le problème. Avant, on croyait à la parole publique. Aujourd'hui, on en doute en permanence. Donc on a de l'information qui circule et ensuite faite par n'importe qui, pas forcément des journalistes. Comment savoir où est la vérité? On retrouve le rôle des médias qui ne sont plus tellement là pour capter l'information, mais ils sont là de plus en plus pour faire le vrai boulot. C'est écrit d'ailleurs dans les écoles de journalisme, vérifier l'info pour que quand on la diffuse aux citoyens, ils soient éclairés et informés d'une manière la plus proche de la vérité possible. Je me dis la plus proche. Mettre en place une stratégie d'influence. Alors, je peux vous dire que la notion de stratégie d'influence a été extrêmement difficile. Bon, j'ai eu l'opportunité, moi, d'écrire la doctrine pour l'armée française, mais il m'a fallu quand même 5 ans pour la sortir, parce que le mot influence faisait, en gros, flipper tout le monde. Quoi, vous allez faire de l'influence? Qui dit influence dit manipulation. Ce n'est pas vrai. L'influence, c'est pas ça. Mais c'était ça, la mentalité d'avant, c'est manipulation, influence, c'est pareil. Non, tout le monde fait de l'influence. Et vous auriez même le débat sur les lobbies aujourd'hui, quels qu'ils soient, qui sont exactement dans la même logique. Organiser les réseaux, on voit bien, aujourd'hui, quand vous voyez comment fonctionne Zelensky, ou bien comment fonctionne, d'ailleurs même les pro-russes sur les réseaux sociaux, ils créent leur groupe et transmettent l'information entre eux. Ils se créent des... Et en fait, ils sont même assez hermétiques, les uns les autres, sauf ceux qui veulent communiquer à l'extérieur, bien entendu. Donc, on se dit, grâce aux réseaux sociaux, la capacité technique aujourd'hui le permet. Bon, bien sûr, outil d'anticipation, je le garde par discipline intellectuelle. Rappelez quand même qu'il faut aussi envisager l'avenir. Bon, c'est pour mémoire. Disposer de la télécommunication, de tous les moyens de communication. Je dirais qu'à la limite, on peut même se poser la question pourquoi tout le réseau Internet au début en Ukraine n'a pas été détruit par les Russes. Mais on s'est aperçu après que les Russes avaient besoin du réseau ukrainien pour pouvoir communiquer. Vous voyez, par exemple, très concret, c'est qu'il y avait des lacunes quelque part quand même. Bon. Et puis, tout ce qui est cryptologie et autres, qui est devenu un sujet, je rappellerai que sous la gauche, il fallait surtout que rien soit crypté, qu'il fallait que tout soit ouvert, que tout soit donné, liberté d'information. Aujourd'hui, on redécouvre qu'il faut crypter toutes nos communications pour en assurer la confidentialité. Donc, on redécouvre une école de la cryptologie où les Français avaient été très forts à une époque grâce à leur école mathématique. Mais aujourd'hui, effectivement, on a pris un peu de retard. On a toujours une très bonne école de mathématiques. Mais bon, tous ces cryptos, on a quelques lacunes. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est des choses qui reviennent. C'est le balancier, vous savez, c'est le balancier. L'idéologie, simplement un rappel, parce que j'ai parlé plusieurs fois de l'idéologie. Alors moi, je prends le dico, c'est simple. Il faut lire le Larousse, ça existe toujours. Donc, ensemble des idées philosophiques, sociales, politiques, morales et religieuses, c'est pas comme nous, on l'a appris de notre temps. L'idéologie, c'était forcément néfaste, c'était des gens que nous combattions, ou qui nous combattaient, on disait qu'on en avait une. Mais l'idéologie, c'est ça, c'est votre représentation du monde à partir de vos idées, et il faut bien l'intégrer. Bon, il faut un peu la préciser dans la guerre de l'information. Alors là, c'est mon action personnelle. Ensemble des idées constituant l'esprit, sinon l'âme de la stratégie, menée par un groupe social, un État ou un groupe d'États, une faute d'orthographe, enfin de style, dans l'atteinte des objectifs à long terme correspondant aux idées auxquelles il s'identifie et peut adhérer. C'est le fondement même de tout notre combat pour donner du sens. Si on ne se bat pas pour un système, je dirais, de valeurs qui correspond à un système politique, il n'y a pas que les valeurs c'est très éthéré quand même, politique, en disant c'est ce que nous défendons, comment voulez-vous vous battre? Comment voulez-vous gagner si vous ne savez pas pourquoi vous vous battez? C'est l'idéologie qui va vous le donner, donc en fonction de nos valeurs. Les nôtres sont assez simples, mais elles varient en fonction des pays, des cultures et des situations politiques. Alors qu'est-ce que la propagande? On va revenir, c'est un outil, la propagande. On en parle beaucoup aujourd'hui, je peux même vous dire que ça fait maintenant un peu moins de 2 mois qu'on en parle ouvertement sur les plateaux. Avant, la propagande, on en parlait d'ailleurs d'un côté,
Aujourd'hui, on reconnaît quand même que de part et d'autre, ukrainiens ou russes, on peut parler de propagande, avec des grandes différences qu'on abordera tout à l'heure. Elles ne sont pas du même type, bon, personnellement, ça ne me choque pas qu'en temps de guerre, on fasse de la propagande. C'est de la propagande du temps de guerre. Le seul problème, ça devient un problème quand c'est la propagande en temps de paix. C'est-à-dire en permanence, quand vous encadrez une population, que vous l'endoctrinez. C'est deux choses différentes. Donc on est bien dans le cadre de la propagande de guerre. Donc vous voyez des mots importants, hein, on travaille sur les perceptions, on y reviendra par la suite. Mais vous voyez bien, on a une notion d'altération, de contrainte, de contrôle. On est bien là pour guider par la propagande les gens, ce qu'ils pensent dans une direction. Et le but, c'est d'éviter qu'ils réfléchissent, que la personne réfléchisse. Le but, c'est de l'amener, comme je disais il y a quelques instants, là où on veut l'amener. Donc, dégradation, falsification d'informations, d'où ce que j'ai dit tout à l'heure sur le contrôle nécessaire de toutes nos informations. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Et vous le voyez tous les jours. Regardez la télé. Bah, vous le faites déjà, je pense. Donc, privilégier l'affectif et les émotions. Là, l'émotion, ça marche bien chez nous. On peut faire pleurer dans les chaumières. Quand on fait pleurer dans les chaumières, c'est fou un tel ou un tel est sympathique. Bon, ça marche. Alors, est-ce que c'est de la propagande ou pas? Je ne sais pas. Mais là, la propagande, ça a son rôle. Elle va utiliser ça. Recourir à la menace, à la violence, à la terreur et au mensonge, si vous réfléchissez, oui, vous vous rappelez de ce que disent le gouvernement russe tous les jours par ses différents intervenants, on est un petit peu là-dedans quand même. Hein, et du côté ukrainien, pas du tout. Hein, enfin, pour moi, pas du tout. Du côté russe, c'est très clair. Hein, quand on vous menace du nucléaire, je ne pense pas que ce soit très sympathique, on est vraiment là pour vous faire peur. Hein, il y a la notion de peur qui est derrière. Hein. Des méthodes visant à soumettre, embrigader, endoctriner. Bon, ça, à la limite, tout le monde le comprend. Ça fait depuis un certain nombre de générations, oserais-je dire, dans les pays totalitaires. Et puis, ce qui est important, ce qui fait que ce n'est pas de l'influence, c'est que ça agit d'une manière malveillante. Il y a une volonté, finalement, de vous manipuler, au sens d'aller dans le mauvais sens des choses. Alors, qu'est-ce qu'un propagandiste? Rappelez, parce que la propagande, on croit que la propagande, c'est que du mensonge. Alors, j'ai pris un auteur, je ne sais pas, il y en a qui ont peut-être lu, c'est Jacques Ellul qui l'a trouvé, qui est quand même un grand chercheur français, mais qui s'est installé aux États-Unis, parce qu'il n'était pas écouté en France, et qui a eu un grand succès aux États-Unis, comme beaucoup d'autres. Hein. Voilà. Ce que vous avez là, c'est écrit en 58. Hein. Ce n'est pas le mensonge qui paye. C'est comment on prend des faits et qu'on les arrange, et qu'on en fait une vérité qui va vous faire adhérer. La propagande, c'est pas, j'irais, c'est pas type nazi ou fasciste tel qu'on l'a connu aux soviétiques. C'est ça, aujourd'hui. C'est effectivement avoir... tout est plus ou moins vrai, mais mis de telle façon qu'on va vous faire comprendre une chose différente pour vous amener à adhérer à quelque chose. Et puis, on va s'appuyer, par exemple, sur l'axiologie, qui est la science des valeurs. Et à chaque fois, je vais le redire, hein, pensez à ce qui se passe depuis 11 mois sur nos chaînes télé dans le conflit russo-ukrainien. Hein. Vous allez retrouver un certain nombre de termes. Pas tous. Il y a le bien et le mal, là. On en a parlé, pas chez nous, chez les Américains. Il y a le bien et le mal. Hein. Donc, ce sont des confrontations entre valeurs qui nous parlent. Et toute la propagande va s'appuyer là-dessus d'une manière ou d'une autre. Ou la communication, parce que nous, on ne fait pas de propagande, on ne fait que de la communication. Donc, un exemple, la notion de civilisation et de barbarie que je vous ai présentée avant. Alors, pour nous, ces représentations, voilà ce que nous sommes. Nous sommes des gens civilisés, nous sommes des démocrates, nous sommes humains, justes, libres, respectueux. Que des termes que nous entendons régulièrement, finalement, et ça nous va très bien. Et puis, nos valeurs sont totalement positives et sont forcément opposées à celles de l'ennemi, de l'autre. Normal. Donc ça, c'est le bon côté. L'autre côté, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'ennemi pour nous? Encore, je fais une parenthèse, le mot ennemi, attention, ça fait pas longtemps qu'on l'utilise. Oui, on l'utilise, en gros, en France, depuis 2015. On l'utilise face à Daesh. On ne l'a pas utilisé pour plein d'autres. Même les soviétiques, on n'osait pas le faire. Il y a peut-être que Mitterrand qui l'a dit en 1983, mais même sous De Gaulle, on ne parlait pas de l'Union soviétique comme étant un ennemi. Il ne faut pas l'oublier. Donc les mots sont importants, hein, notion d'ennemi. Bon, on fait un cours sur l'ennemi parce que
La notion d'ennemi est un sujet extrêmement intéressant à développer. Alors l'ennemi pour nous, c'est quoi? L'autre, il est tout ça, lui. Hein. Vous allez me dire que là, si vous pensez à l'Ukraine et au conflit, il y a quand même un certain nombre de termes qui vous parlent, parce que ça a été dit, mais ça a été vrai en plus. Donc c'est un peu embêtant hein, pour ceux qui sont destinés à entendre ça, mais c'est une réalité. Quand on dit qu'on est pilleur, fourbe, destructeur, terroriste, fasciste, vous savez, c'est tous les mots qu'on entend aujourd'hui des différents intervenants du conflit. Hein. D'ailleurs, du côté ukrainien, mais il y a des faits derrière. Hein. L'ennemi, on est là pour le diaboliser, hein, et surtout s'il y a des faits. Hein. Et puis, donc, on attribue à l'ennemi une contre-valeur négative. Donc, nous, on était des gens bien, en face, c'est des gens mauvais. Hein, bon, dans le conflit russo-ukrainien, c'est clair, il n'y a pas de doute à avoir, mais vous retrouvez effectivement toutes ces représentations qui sont essentielles. Un petit rappel sur ce qu'est le complotisme, parce que j'estime qu'il faut le savoir, ça fait partie de la propagande. Si vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé aussi en France, quand vous regardez les réseaux sociaux, il y a un moment où vous pouvez être effaré pour ceux qui ont un peu de culture. Mais je veux dire que même les gens intelligents rentrent dedans parfois, donc c'est un peu grave. Mais voilà ce que c'est que le complotisme. C'est quand même une matière première intéressante. Alors je ne vais pas vous faire toute l'historique du complotisme. Par contre, je vous conseillerais un ouvrage. Oui. Les puissances de l'ombre. Je suis tombé dessus il y a quelques années, ça m'a beaucoup plu. En fait, c'est tous les textes de base. Tous les textes de base sur le complotisme. Alors ça commence en gros au XVIe, XVIIe siècle. On commence à condamner les jésuites. Après, on condamne... je ne sais pas si les protestants y sont. Il y a les juifs, il y a les francs-maçons. Les juifs surtout, protocole de Sion. Je vous rappelle que les protocoles de Sion sont toujours distribués parmi les frères musulmans comme étant un ouvrage à lire. Hein. C'est-à-dire là, on a dit que la main invisible, entre guillemets, du juif gouverne le monde et veut mettre la main sur le monde. Hein. Et c'est toujours valable. Fabrication de la police secrète du tsar. Donc on retombe sur la Russie. Bon, donc de la fin du XIXe siècle. Voilà, première partie un peu longue, mais parce que je voulais quand même vous montrer cette dimension, je dirais, un petit peu plus théorique, pour voir un petit peu dans la direction où nous allions aller. La guerre de l'information au XXIe siècle, même si je l'ai un petit peu abordée par certains côtés. En parlant de la stratégie hybride, on vous a beaucoup parlé de stratégie hybride. La stratégie hybride inclut guerre de l'information ou accompagne la guerre de l'information. Hein, donc on est bien, finalement, très honnêtement, on nous a sorti des termes, parce que ça fait un télo, mais en réalité, on a toujours fait la guerre comme ça. Le problème, c'est qu'on croyait que c'était plus possible. On est un peu coincé, donc qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est nouveau. Non, la stratégie hybride, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'États, avec une petite nuance. On fait moins d'usage, en principe, de la force armée, et on fait plus appel à l'influence, parce que finalement, une guerre, ça coûte cher. Il y a des règlements, il y a du droit international, il y a des condamnations internationales, il y a des organisations internationales. Tout ceci contribue finalement à dire qu'on n'a plus totalement la liberté de manœuvre. Et comme on n'a plus la liberté de manœuvre pour faire valoir nos intérêts, du moins ceux qu'on considère comme tels, on va agir autrement. Donc, cette stratégie hybride, on va agir par différents autres moyens. On va en présenter quelques-uns tout à l'heure, très rapidement. Donc déjà, attaque cyber, on en a parlé. Mesures économiques. Réfléchissons à l'affaire des échanges de blé ukrainien et russe. Là, il y a eu un accord, hein, je vous fais remarquer. Hein, c'est que tout le monde devait y gagner quand même. Hein. La désinformation, c'est une réalité. La déstabilisation, des manœuvres d'intimidation. C'est quoi une manœuvre d'intimidation? C'est quand vous mettez 100 000 hommes à une frontière en disant qu'ils font des manœuvres. C'est de l'intimidation. Hein. Ou quand vous mettez un porte-avions ou un sous-marin nucléaire, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps, qui vient d'être mis à l'eau par les Russes, avec une super missile de 2 mégatonnes nucléaires, c'est de l'intimidation, parce que c'est largement communiqué pour vous faire peur, hein, et nous faire peur. Et puis, bien sûr, des actions par procuration, les sociétés militaires privées, on parle de Prigojine, on parle de Wagner, mais pas uniquement. Bien sûr, c'est pas eux, c'est pas les Russes qui ont inventé les sociétés militaires privées, ce sont les Américains en Irak et en Afghanistan. Il ne faut quand même pas l'oublier, hein, parce que quand vous avez un soldat de métier servant l'État, automatiquement, il est pris en charge s'il y a quelque chose, il y a un droit à réparation, il représente l'État. Un privé, il est mort, il est mort. Vous l'avez payé pendant le temps qu'il servait, puis après, vous ne rendez pas de compte à la nation. C'est ça l'intérêt des sociétés militaires privées au combat, bien entendu, parce qu'il y a plusieurs statuts. Hein. Et puis, tout ceci, c'est la surprise, parce que, je dirais, là, je n'ai pas écrit, j'aurais peut-être dû l'écrire. L'adversaire nous teste. À quel moment allons-nous réagir? Regardez la Crimée, on n'a rien fait. Ils ont testé, il n'y a pas eu de mort. Et vous savez bien que dès qu'il y a un mort chez nous, en Occident, ça devient une affaire d'État. Comme il n'y a pas eu de mort, finalement, enfin, il y en a eu 2 par accident, hein, et que tout s'est bien passé, on ne va pas aller faire la guerre à la Russie, on va laisser la Crimée, on ne fait rien. Bon,
voyez qu'il y a un petit problème. Donc le seuil, on nous teste en permanence. Je vais vous montrer quelques exemples de tests après. Donc on peut arriver à gagner sans faire la guerre par ces actions hybrides. Et en plus, si vous communiquez bien sur le sujet, vous arrivez finalement à obtenir un gain total en termes de représentativité. Un pays comme la Russie, quand même, c'est pas n'importe quoi comme pays. Il assoit son influence mondiale sur les d'autres États. Hein. Alors, quelques exemples, simplement pour les rappeler. Hein. Donc, je parlais d'action hybride et pas de guerre hybride. Hein. Bon, ça, c'est la Crimée, des petits bonshommes tout verts. Alors, c'est pas les Martiens, hein, je confirme. C'est simplement des soldats sans indication de qui ils sont. Pas d'image de militaires russes qui ont pris la Crimée. Il n'y en a pas. Dans les bouquins d'histoire, dans 20 ans, il n'y en aura pas. Ce sont des petits bonshommes tout verts, neutres, lisses. Voilà. Pas de mort, pas de problème. Finalement, remarquons-le, une opération bien menée, hein, puisque finalement, on n'a rien pu dire. Hein. Donc, la Crimée, très bon exemple. Et je pense qu'ils ont voulu essayer aussi ailleurs, mais bon, ils ne sont pas arrivés. Ensuite, je ne sais pas si vous verrez dans le fond, mais ce n'est pas grave, c'est tous les oléoducs et gazoducs qui parcourent l'Europe aujourd'hui. Vous vous rappelez quand même qu'on a eu un petit souci avec le gaz il n'y a pas si longtemps, et que l'action, je dirais, hybride a été depuis 2008, enfin 2010-2012, de créer la dépendance réelle de l'Allemagne au gaz russe. Ça fait partie d'une stratégie hybride. Le mot stratégie veut dire que vous pensez dans les 10, 15, 20 ans, pas demain matin. Donc, la construction des gazoducs, notamment en Baltique, ça faisait partie d'un plan, justement d'ailleurs, pour éviter de payer des royalties à l'Ukraine, parce que les gazoducs passent par l'Ukraine, ils ne sont toujours pas détruits, et théoriquement, ils rapportent toujours 2 milliards de dollars par an. Hein. Donc, et c'est pour ça que Poutine voulait faire passer par la Baltique, donc hors zone Ukraine, son gaz pour l'Allemagne, et donc ne pas payer de royalties à l'Ukraine. Ça prouve bien que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui a été longuement planifié, envisagé, dans un cadre de stratégie à long terme, et là, vraiment, je dirais, stratégie normale. Hein. L'hybridité est vraiment un mot qui n'est pas tout à fait adapté, mais qui nous rassure. Autre action hybride, les migrants. Alors, on l'a vu avec les Turcs, on l'a vu avec les Marocains. Bon, là, Loukachenko a bien fait une action purement militaire, oserais-je dire, en termes d'hybridité, puisque c'est 4-5 000 migrants, ce qui n'est rien du tout en soi, avec toute la recherche de la tension avec l'Union européenne pour nous mettre en difficulté. C'était il y a juste un an, enfin un peu plus, maintenant, 15 mois. 15 mois. Le but de mettre à la frontière de l'Europe, attendez, vous les acceptez, vous n'avez pas les laisser dehors, il fait froid, ils ont froid. Et c'est quand même les militaires biélorusses qui poussaient les migrants. Alors à la limite, on dit, Loukachenko, il n'est pas bien, c'est un dictateur. Bon, pour info quand même, un an avant, la même chose avait été faite par les Russes vers la Finlande. Et ça, on n'en a pas parlé. Donc, on a eu des répétitions pour voir, c'est quoi la guerre de l'information, la guerre de la stratégie d'influence? C'est tester notre volonté à défendre nos intérêts. À quel moment allons-nous être suffisamment vulnérables ou est-ce que notre détermination va être suffisamment forte pour résister? On nous teste, sans faire la guerre. Et puis, si ça passe, ça passe. Hein. Et puis, intéressant, Zaporijjia, hein, c'est la centrale nucléaire. Ça aussi, faire entrer dans une guerre la notion de centrale nucléaire civile, alors que les conventions de Genève, c'est écrit noir sur blanc, hein, donc c'est depuis quand même 50 ans. Hein, 50 ans qu'on n'a pas le droit d'utiliser une centrale, enfin d'occuper militairement ou de l'inclure dans un conflit une centrale nucléaire productrice d'électricité. C'est écrit. C'est aussi la remise en cause du droit international. C'est pour ça qu'on est parti vers quelques bouleversements, parce que le nombre d'encoches au droit international écrit depuis 1945, ça fait beaucoup. Donc là, le cas est concret, très concret. Hein. Personne s'y attendait. La stratégie hybride, c'est ça, c'est surprendre. Je l'ai écrit tout à l'heure, surprise. On était quand même très surpris. On n'aurait jamais pensé ça. D'un autre côté, on ne pouvait pas penser qu'un État comme la Russie commettrait cette agression. Et c'est un autre sujet. Bien, le nucléaire, puisqu'on y est, on va en parler. Nucléaire, arme de terreur. Je vous rappelle que l'arme nucléaire, en principe, n'est pas faite pour être utilisée. C'est une arme de dissuasion. L'objectif est de dire on évite la guerre, et si vous allez trop loin, on vous nucléarise. La dissuasion, je fais simple. La dissuasion, c'est sur les cités. C'est une arme anti-ville. C'est-à-dire, c'est l'arme ultime. C'est-à-dire, on rase tout, même si on est agressé. Le problème, c'est que dans le conflit russo-ukrainien, c'est rentré dans le discours depuis fin février, début mars de l'année dernière, sous différents aspects.
Vous l'avez sous la forme de Zaporijjia, mais pas uniquement. Vous avez toutes ces déclarations. Vous avez le déploiement d'armes dites nucléaires. Le débat qu'on a eu pendant des semaines sur l'arme nucléaire tactique, sur la doctrine russe écrite en 2020 qui parle de menaces existentielles justifiant potentiellement l'usage d'une arme nucléaire. Tout ce discours nucléaire nous parle à nous, parce que c'est normal, on nous a éduqués dans la peur du nucléaire, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire, c'est une arme, je ne vais même pas l'appeler arme, mais enfin bon, on ne peut pas dire autrement, une arme de destruction. Hein. Voilà, donc on a été éduqués dans la guerre n'est pas possible parce qu'il y a l'arme nucléaire, y compris en France. Bon. La réalité, c'est que là, en permanence, vous avez ce fil rouge qui fait partie de la communication russe, mais aussi reprise par moments sur certains points par les Ukrainiens. Pourquoi? Dans les deux cas, c'est nous qui sommes visés. C'est nous. Pour qu'on influe sur le conflit. On veut nous amener à faire des choses, ce qui est normal, pour éviter au moins le recours à l'arme nucléaire. Bon, rassurons-nous, l'arme nucléaire, théoriquement, ne devrait pas être utilisée par Poutine, d'abord parce qu'il ne le ferait pas. Bon, je crois qu'on peut le croire, on ne sait jamais, hein, donc on peut le croire. Et puis surtout, les Américains nous ont dit que s'ils bougeaient, ils remuaient, donc sans arme nucléaire. Donc l'arme de dissuasion conventionnelle a été établie. Voilà. Simplement pour vous rappeler un petit peu ce contexte de la stratégie hybride, avant d'aborder finalement l'outil militaire qui a été mis en place déjà depuis quelques années, bon, très rapidement, parce qu'il faut montrer que, bon là on est dans la grande stratégie, hein, bon, et puis dans le conflit récent, mais entre deux il y a autre chose. Tout ceci, depuis 1990-91, je ne rentre pas dans les détails, depuis la guerre du Golfe pour faire simple, hein, on est passé de la guerre de l'information militaire, qui est la destruction des réseaux d'information de l'ennemi, aujourd'hui à ce qu'on appelle les opérations sur l'information, et après on va aborder la communication stratégique. Voilà. Le but c'est que l'information maintenant a pris sa place dans toutes les strates du règlement d'un conflit. Et ça fait partie des armes de bataille ou de la guerre qu'on utilise, hein, et qui ont été développées. Donc de la doctrine, dire comment on va le faire. Donc je n'entre pas dans les détails, ce n'est pas le but. Avec une définition de la communication stratégique qui est l'aboutissement au niveau de l'OTAN. Hein, donc simplement pour vous dire un peu à quoi cela touche, la diplomatie est concernée. La diplomatie est une arme dans la guerre de l'information. C'est tous les messages qu'on fait passer. La communication politique, bon ça on en a tous les jours. La communication opérationnelle c'est pour les militaires. Tout ce qui est opération sur l'information, c'est tout, on en parlera peut-être après, dégradation de l'information adverse, tout ça, très bien. Et puis tout ce qui est opération psychologique, on trouvait en fait toutes ces armes, enfin toutes ces fonctions ont été développées, d'abord pour répondre à Daesh et au radical, à l'islamisme. Maintenant, on voit bien que tout ceci sert aussi, pas uniquement, à lutter contre des groupes terroristes. Ça nous donne un petit schéma comme ça. Bon, ça c'est la guerre du commandement, casser le commandement adverse. Bon, ça c'était pour les militaires. On a dépassé un peu le niveau maintenant. Là, on passe au niveau stratégique et opératif, c'est-à-dire au niveau d'un théâtre des opérations, donc au niveau de l'Ukraine, par exemple, simplement. Et puis, au-dessus, vous avez toutes ces commissions stratégiques avec les éléments que je vous ai cités. Voilà. Donc, globalement, pour vous situer le cadre général, je dirais, de la réflexion sur la guerre de l'information telle qu'elle est menée, ça veut dire qu'en permanence, vous avez l'association, je dirais, dans le cadre d'un conflit, des militaires, des politiques, des diplomates. Tout ceci est intégré. Ce n'est plus chacun fait sa petite partition dans son coin. Tout est coordonné, et jusqu'au plus haut niveau, de telle façon que du haut jusqu'en bas, on va obtenir finalement des éléments de langage, des messages, l'usage d'un certain nombre d'instruments militaires, diplomatiques, économiques ou autres, qui vont donner de la cohérence à l'action et à la stratégie qui sera menée pour justement répondre aux autres agressions. Voilà, deuxième partie, on passe à la troisième, quelques exemples. Vous vous rappelez que ce n'est pas d'aujourd'hui que les Russes engagent une guerre de l'information, puisqu'ils ont commencé en Géorgie en 2008, avec le narratif qu'ils avaient mis en place, hein, enfin, qu'ils voulaient empêcher, hein, c'est-à-dire que on parle beaucoup de narratif, j'y reviendrai après, ça veut dire en gros, on raconte l'histoire de sa guerre, hein, et on fait adhérer. Hein. Donc perturber le gouvernement et l'opinion publique. Rechercher une défaite informationnelle et psychologique de la population géorgienne. Qu'est-ce qu'on fait? Dès le août 2008, ciblage des sites web, puis ciblage aux banques, à l'université, aux médias occidentaux, aux sites de hackers qui pourraient présenter une menace. C'était il y a 13 ans. Hein. Donc l'action, ça a été analysé dans l'OTAN. Hein. On a suivi ça relativement de près. Qui fait ces actions? Des hackers,
de la jeunesse patriotique, mais vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'autres gens, mafieux, et tous les outils ont été donnés au niveau gouvernemental pour que les différents acteurs des attaques cyber, par exemple, puissent intervenir. Donc ça veut dire planifier. Les politiciens georgiens ont leur boîte mail piratée, c'est-à-dire qu'on a vraiment cassé tout le lien entre la population et ses dirigeants. Et rappelez-vous l'Ukraine, comment ça s'est passé aussi. Au début, c'était à peu près pareil, sauf que ça a raté. On peut ajouter aussi que si Zelensky était parti, effectivement, tout se serait effondré. Et le fait même que Zelensky soit resté en disant non, moi je ne pars pas, hein, donc les Américains voulaient le faire partir, a changé entièrement. Je pense que c'était vraiment un paramètre qui était impensable du côté russe. Voilà. C'est ça qui a sans doute fait la différence. Campagne d'information, bien entendu, sur tous les réseaux sociaux, tous les blogs et tout ça. Bon, ça, ça complète ce que je viens de vous dire. Les Georgiens ont essayé de réagir. Bah, ils ont essayé de supprimer des câbles, des zones d'accès, notamment tout ce qui est en langue russe, mais avec l'inconvénient, c'est que, comme ils ne pouvaient plus s'informer que là, bah, il n'y avait plus d'informations du tout. Et quand on n'a plus d'informations, et on revient à ce que j'ai dit au départ sur l'information, quand on n'a plus d'informations, vous ne pouvez plus rien faire, parce que vous avez besoin d'être informé pour agir. L'information, c'est la décision. Si vous n'avez pas d'information, vous ne pouvez plus décider. Donc vous attendez. Et finalement, vous êtes mis en situation de défaite par ces vulnérabilités. Là, on tombe sur le Donbass, c'est un document que j'avais récupéré à l'époque. Ça m'avait intéressé. Le livre blanc publié par les Russes sur ce qui se passait dans le Donbass. C'est aussi la méthode de sortir les ouvrages, faire des documents d'études, de référence, hein, voilà. Et finalement, quand vous regardez le sommaire, alors je n'ai pas tout mis, mais j'ai mis juste l'essentiel, hein, quand vous voyez, bon c'est en anglais, j'espère que vous lisez l'anglais, je m'en doute pas d'abord, hein. Bon, en gros, c'est les violations des droits de l'homme dans le Donbass par les Ukrainiens. Par les Ukrainiens, hein. La preuve de l'intervention étrangère, la volonté finalement d'atteindre aussi à la liberté de conscience et de croyance. Et d'ailleurs, je vais revenir tout à la fin, comme ça ici, le problème de l'Église orthodoxe qui s'est posé, donc, qui s'est résolu il y a quelques semaines par la volonté ukrainienne de couper, enfin, et de l'Église orthodoxe ukrainienne, de couper les ponts avec l'Église orthodoxe russe. Et puis, bien entendu, extrémisme, je dirais racial, c'est peut-être pas le bon terme, et xénophobie. Vous voyez, tous ces termes-là ont été écrits il y a 8 ans, dans un ouvrage, une étude, un rapport qui a été publié, diffusé, qui quand même montre qu'il y avait une certaine... Alors, je ne sais pas si c'est de la propagande, j'avoue que je ne me positionnerai pas là-dessus, je suis incapable de vérifier. Donc quand je ne vérifie pas, je me tais. Hein. Néanmoins, ça interpelle. Ça veut dire qu'il y avait quand même des signes, et ce n'est pas des signaux faibles, que les Russes n'étaient pas très contents de ce qui se passait à ce moment-là. Que peut-être il fallait voir où était la vérité. Et on a bien vu que même avec les accords par la suite, de Minsk et autres, qu'on n'a pas vraiment pris ça très au sérieux. L'Ukraine, pour nous, n'est rien. À l'époque, n'était rien. Voilà, c'est une réalité. Voilà. Donc voilà, donc il y avait des signaux avertisseurs quand même assez importants. Un exemple de moyen, alors on pourra en débattre, RT, Russia Today, qui a été créé dans les années 2014, ouais, en gros, hein, peut-être même avant d'ailleurs. Bon, c'est quand même une chaîne qui a été considérée comme la deuxième chaîne d'information aux États-Unis. Donc, moi, j'ai travaillé sur RT. Hein. Enfin, j'ai pas travaillé, j'ai été interviewé sur RT. Donc, j'ai défendu les positions de la France. Hein. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait manipulation avec les journalistes sur place, les journalistes français d'ailleurs. Hein. En revanche, la question qu'il faut se poser, je l'ai toujours posée, c'est dans quelle mesure ce que l'on disait était réinterprété ailleurs. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'on peut très bien parler tout à fait librement et dire les choses, et c'était le seul endroit, finalement, où on parlait librement. Hein. Vous parliez pendant un quart d'heure sans être interrompu, sans qu'on vous coupe, et en direct. Donc, vous êtes clair. Et en plus, on vous envoie ce que vous avez dit. Mais après, c'est dans quel cadre de propagande ça se met en place. Et ça, c'était, malgré ce qui est dit, malgré les remarques qu'on fait sur RT, j'irais au moins en France, on a eu des journalistes qui apparemment, parce que je regardais pas ça la journée, hein, c'était pas mon truc, on peut se poser la question de savoir où était la propagande en tant que telle. Alors c'est vrai, ils ont souligné des difficultés de la France pour nous affaiblir, ça c'est clair. Mais à la limite, quand vous prenez certains journalistes en France, dans certains médias, ici ils critiquent, c'est aussi une certaine mesure affaiblir la France. Bon, voilà. Mais RT quand même, aujourd'hui, est interdit en France, on n'y a pas accès, parce que l'exemple que j'ai cité n'était pas anodin pour 1990-91, quand on était capable, il y a 30 ans, de recevoir le ministre des Affaires étrangères irakien, là, on voit
des Russes pouvant s'exprimer par RT, effectivement, parce qu'ils présentaient tout ce qui avait prise de position politique en Russie. D'un autre côté, on n'est pas en guerre. Le problème est là. Autant en temps de guerre, je comprends qu'on ferme les chaînes de communication, mais en temps de paix, ça peut se débattre, dans le cadre du droit uniquement. Hein. Maintenant, c'est un sujet intéressant. Je ne sais pas ce qu'on en tirera, mais enfin, pour l'instant, on n'y a pas accès. Mais effectivement, RT était un moyen d'influence et surtout était vu, et notamment en Allemagne, par beaucoup de gens. Il y a une partie de la population qui ne vit que pour ça, qui ne croit que RT. Justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les médias traditionnels ne sont pas totalement... on ne les voit pas crédibles. On les considère comme nous mentant, d'une certaine manière. Je ne prends pas position. Je dis, le nous, c'est pas moi. Hein. Bon, bien sûr, les fake news. Bon, ça, on en a beaucoup parlé, surtout avec Trump, d'ailleurs. Hein, c'est intéressant, quand même, c'est du côté américain. Hein, bon. Et puis, bientôt, ce qui se passe en Afrique. Hein, aujourd'hui, pour les Français, on a quand même quelques attaques informationnelles réelles contre lesquelles il faut apprendre à se défendre et qu'on a du mal à comprendre parce que ce n'est pas dans notre état d'esprit. On est encore dans une logique d'information vraie et pas dans la désinformation. Voilà, là, de ce côté, c'est très difficile. Bon, un sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre, simplement que j'ai fait ce bouquin, mais pas surtout que c'est intéressant, c'est effectivement un vrai cas concret de stratégie d'influence et de guerre informationnelle qui s'est passé dans le Golfe. Donc 2017-2022, Qatar, Coupe du Monde de foot. Donc là, vous aviez effectivement un vrai cas concret facile à décrypter. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Bon, pour conclure, l'Ukraine. Quelques éléments, je me suis amusé à me dire comment les Russes pratiquent-ils cette guerre de l'information. Vous voyez, RT, on en a parlé, des usines à trolls, des informations par les réseaux sociaux. Pardon, il fait ça. Ah non, c'est un truc, pardon, attendez, excusez-moi. Voilà, ok. Une cible, la population russe. J'ai dit quoi là? Ouais, avant la guerre, c'était l'étranger, c'est très clair. Aujourd'hui, on voit bien que toutes les mesures de démocratie ont été suffisantes pour faire un cordon sanitaire, apparemment. Par contre, aujourd'hui, la cible principale, c'est la population russe pour qu'elle reste derrière Poutine pour le conflit. Avec un lexique bien adapté, qui s'adapte d'ailleurs en fonction de ce que dit Zelensky, mais ça c'est récent. Ça fait que 2 mois, vous avez une vraie stratégie de communication de Poutine qui n'existait pas avant. Avant, il ne se passait rien. Voilà, il ne parlait pas, j'ai fait comme pas mal d'émissions où on a attendu qu'il dise quelque chose, où il parlait, mais il parlait du sport, mais il ne parlait pas de la guerre. Vous voyez. Donc, et ça pendant 1 heure. Hein. L'Ukraine n'existe pas, c'est le repère des nazis. On revient aux exemples que je vous ai cités tout à l'heure. Elle se réarme et martyrise les russophones. Le document que je viens de vous présenter. Opération spéciale et le mot guerre, bon... Hein, le mot opération spéciale évite de parler de guerre. Une propagande interne relayée par les médias russes. Ceux qui ont l'occasion de regarder les chaînes info, vous voyez bien les extraits qu'on présente, c'est quand même pas affligeant, c'est incompréhensible de voir le monde parallèle dans lequel les Russes vivent, enfin pour nous du moins, mais quand vous discutez avec les dissidents russes sur les plateaux, ils disent bah non, c'est normal, ils sont comme ça. Bon, alors là, ça veut dire qu'on n'est pas prêt de se réconcilier. Hein. Et puis, Poutine communique à distance et évoque peu la guerre, sauf depuis quelques semaines. Il ne parle pas de guerre, rappelez-vous. Et puis, cette modification, elle est là, avec des nouveaux messages. C'est l'OTAN et le monde occidental qui en veut à la Russie. C'est une guerre patriotique, je vous rappelle, guerre patriotique, Deuxième Guerre mondiale. On revient dans ce mythe de l'engagement, 25 millions de morts, hein, quand même. Pour les Russes, c'est vraiment la guerre qui a marqué toute la population russe. Hein. La Russie reste toujours puissante et produit des armements sophistiqués. Pour ça, on vous sort de temps en temps un missile qui fait du 10 000 km, une torpille qui porte 2 mégatonnes et qui peut aller aussi à 2000 km. C'est pour la population russe, c'est pas pour nous. Nous, on regarde ça, on dit, quelle est la crédibilité, hein. Et puis aussi un truc intéressant, alors j'ai pas beaucoup d'éléments dessus, c'est qu'aujourd'hui, notamment avec les sources d'information que nous avons, on voit bien que ce sont les blogueurs militaires russes qui s'expriment sur la guerre. Pas vraiment les médias russes, tels qu'on nous rapporte l'information. Aujourd'hui, il y a une certaine forme de liberté relative, hein, d'information. Laisser justement des acteurs privés finalement, parce qu'ils sont tout à fait indépendants. Hein, ça semble bien se confirmer. Du côté ukrainien, rappelons-nous quand même qu'il informe tous les jours sa population par vidéo.
Et il se permet aussi d'aller dans les enceintes internationales pour dire la manière de voir. L'information militaire est quand même complètement verrouillée. Ne croyons pas qu'il n'y a pas de censure en Ukraine. On ne sait que ce qu'on veut bien savoir. Donc on ne sait pas les pertes, on ne sait pas où ils en sont. Et la bataille de Soledar, que je cite, que j'ai suivie pendant 3 semaines, là, on savait que la ville était perdue. Mais vous avez tout un discours qui disait non, non, elle n'est pas perdue. On la tient toujours. Mais ça rentre dans la propagande de guerre, ce qu'on peut comprendre. Mais néanmoins, à un moment, quand on veut se rattacher à une démocratie en disant qu'on fait partie de l'Union européenne, on a quelques principes, je dirais, de véracité, avec une question, est-ce qu'une démocratie en guerre aujourd'hui peut pratiquer la censure ou pas, telle qu'on l'a connue en 1914 ? Des lois pour contrôler l'information de la société civile, c'est en débat, 300 pages. Des messages qui parlent aux sociétés occidentales, on aborde tous les sujets qui nous intéressent, toutes les thématiques qui nous font réagir. Ce n'est pas forcément envoyer des armes. Le milieu associatif est un élément, je dirai après. Bon. Les héros, l'île aux serpents, pour ceux qui s'en rappellent, le pilote fantôme de Kiev au début de la guerre. Il faut des héros dans une guerre. Hein. Mais après, quand on montre que c'est faux, c'est un petit peu embêtant quand même. Hein. Une communication grâce à Starlink. Toutes les communications en Ukraine se passent bien, d'après ce qu'on en sait, grâce à Elon Musk, qui a fourni, au début, gratuitement, tous les moyens de communication sur le territoire ukrainien. C'est aussi l'intrusion du privé dans la guerre. Intéressant. Alors, je ne sais pas ce qu'on en tirera comme conséquence. Quand il a voulu se retirer, le Pentagone lui dit « partez pas ». Surtout que vous avez des contrats avec nous dans l'espace. Vous voyez, bon. En France, alors on a une action permanente pour empêcher plus ou moins tout succès de l'expression de la position russe. Je dirais qu'il y a une volonté de la part de la communauté ukrainienne et de ceux qui la soutiennent d'empêcher que l'autre point de vue soit exprimé sur les plateaux de télé. C'est très clair. C'est une réalité. On a des députés qui parlent français, ukrainiens, qui parlent régulièrement sur les chaînes, donc ils viennent apporter la voix. Hein, ils sont présents énormément. Mais je pense que dans chaque pays, en fonction de la langue, nous avons ces députés du Parlement ukrainien qui viennent s'exprimer sur les plateaux et maintenir, je dirais, la recherche du soutien. Des actions agressives sur tous les réseaux sociaux pour ceux qui ne penseraient pas comme les Ukrainiens. C'est une réalité. J'ai des preuves. Sur les plateaux, bah vous l'avez vu, hein, il y a un peu moins maintenant. La communauté jeune ukrainienne, jeune femme, blonde, ça a été pendant 6-8 mois. Hein, bon, moi j'étais très content, moi, ça m'allait bien, mais bon, quand même, ils n'ont parfaitement trouvé le point faible, hein, pas vis-à-vis de moi, bien entendu, hein, mais ils présentaient des jeunes femmes bien et tout, et tout du début du matin, 10h, jusqu'au soir, minuit, donc en gros 6, 7, 8 personnes différentes, avec les mêmes éléments de langage répétés tous les jours, depuis des mois et des mois. Ça, c'est la stratégie de communication. Hein. Et en plus, ces personnes se voient. Hein. Elles font partie des associations. Hein. Bon, réseau associatif important, mais ça, c'est les Français. Hein. Moi, j'ai donné par exemple de conférences dans des communes où, effectivement, il y a des groupes de soutien, des associations de soutien aux Ukrainiens. Alors, effectivement, les Français veulent aider. Voilà. Et finalement, c'est intéressant de voir qu'il y a un soutien à la guerre de cette manière-là. Hein. Voilà. Oh, je n'ai pas été si long. Ça aurait pu être pire.